Sous un soleil impitoyable, un homme aisé se retrouve attaché, blessé et complètement impuissant au milieu de nulle part. Parmi les canettes et les déchets, une fille invisible aux yeux de la société découvre que pour la première fois, quelqu'un a besoin d'elle. Bravant ses propres peurs, elle coupe les cordes et tend la main à cet étranger qui n'aurait jamais imaginé dépendre de quelqu'un comme elle. Si vous aimez les belles histoires, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous venez. On continue. Sous le soleil brûlant de la campagne normande, à quelques kilomètres de Rouen, un homme était attaché à un vieux poteau en bois. Ses vêtements déchirés et tachés de sueur révélèrent pourtant leur qualité. Une chemise de lin froissée et un pantalon de costume italien désormais souillé de terre. Laurent Deschamps, 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de France, se trouvait dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Ses poignets saignaient sous la pression des cordes rugueuses et son visage, habituellement impeccable pour les réunions du conseil d'administration, était maintenant couvert de poussière et de sang séché. « À l'aide! Quelqu'un !» cria-t-il. Sa voix rauque après des heures passées à appeler au secours. Mais seul l'écho lui répondait, se perdant dans les champs déserts qui l'entouraient. Le soleil de juillet était impitoyable et Laurent sentait que ses forces l'abandonnaient peu à peu. La déshydratation commençait à faire son œuvre et des pointes noires dansaient devant ses yeux chaque fois qu'il tentait de se débattre. À environ 100 mètres de là, dissimulée derrière un buisson, une silhouette frêle observait la scène. Manon Lefebvre, 13 ans, scrutait l'homme avec un mélange de curiosité et de méfiance. Ses cheveux châtains, emmêlés et coupés grossièrement, encadraient un visage mince où brillaient deux grands yeux verts, à la fois méfiants et intelligents. La jeune fille n'était pas là par hasard. Chaque jour, elle parcourait cette zone abandonnée à la recherche de matériaux récupérables. Canettes, ferrailles, objets oubliés, qu'elle pourrait revendre pour quelques euros. C'était ainsi qu'elle survivait depuis que sa mère avait disparu, il y a presque 2 ans maintenant. « Un homme riche », murmura-t-elle pour elle-même, reconnaissant la qualité des vêtements malgré leur état actuel. Manon avait appris à observer, à analyser. Dans sa vie précaire, ses compétences étaient aussi vitales que savoir trouver de la nourriture ou un abri sûr pour la nuit. Elle hésita. Les adultes, surtout les hommes riches, représentaient souvent une menace potentielle. Ils posèrent des questions, appelaient les services sociaux, la police. Et Manon savait ce que cela signifiait. Être placée dans un foyer, perdre sa liberté, sa façon de vivre. Aussi difficile soit-elle, c'était sa vie. Et elle y tenait. Mais l'homme semblait vraiment en danger. Son visage était pâle sous la crasse, et ses lèvres gercées témoignaient d'une déshydratation avancée. Si elle ne faisait rien, il pourrait... Manon refusa de compléter cette pensée. Après quelques minutes de délibération interne, elle prit sa décision. Se redressant légèrement, elle sortit de sa cachette et s'approcha prudemment, toujours prête à s'enfuir au moindre signe de danger. Laurent, à demi conscient, ne remarqua pas immédiatement la frêle silhouette qui s'approchait. Ce n'est que lorsqu'elle fut à quelques mètres qu'il leva les yeux. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi » articula-t-il avec difficulté. Manon s'arrêta à distance respectable, l'évaluant avec précaution. « Qui vous a mis là ?» demanda-t-elle, d'une voix ferme qui contrastait avec son apparence fragile. « Je ne sais pas exactement. Des hommes masqués. » répondit Laurent en tentant de rassembler ses souvenirs confus. Il voulait des informations sur mon entreprise. Mais je ne comprends pas pourquoi ici, comme ça. La jeune fille le considéra un moment, cherchant à déterminer s'il mentait. Satisfaite, elle s'approcha davantage et sortit de la poche de son jean usé un petit couteau à la lame rouillée. Laurent tressaillit en voyant l'objet. « N'ayez pas peur, dit-elle simplement. Je vais couper les cordes. » Avec une dextérité surprenante, Manon commença à scier les liens qui retenaient les poignets de l'homme. Le processus était lent, la lame émoussée peinant contre les cordes épaisses, mais elle persévérait avec une concentration intense. « Comment t'appelles-tu » demanda Laurent, cherchant à rester conscient. « Manon » répondit-elle sans lever, les yeux de sa tâche. « Et vous » ?« Laurent. Laurent Deschamps. » Il observa son visage concentré. « Merci, Manon. Tu me sauves la vie. » Elle haussa les épaules,
comme si sauver un inconnu était une activité ordinaire. « Presque fini », murmura-t-elle. Lorsque la dernière corde céda, Laurent s'effondra en avant, ses jambes engourdies, incapable de le soutenir. Manon fit un pas en arrière, prudente, mais ne s'enfuit pas. Elle attendit qu'il reprenne son souffle. « Il vous faut de l'eau », déclara-t-elle en constatant son état. « Et un abri. Le soleil est trop fort ici. » Laurent acquiesça faiblement. « Tu as raison. Je dois appeler à l'aide. Tu as un téléphone ?» Un sourire ironique apparut sur le visage de la jeune fille. « Vous pensez que je vis dans un château ?»« Pardon, c'était stupide, » admit-il en essayant de se redresser. « Y a-t-il une ville proche, un endroit où je pourrais... »« Pas tout de suite, » coupa Manon. « Vous ne tiendrez pas jusqu'au village dans cet état. Il faut d'abord vous reposer. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Je connais un endroit. Suivez-moi si vous pouvez marcher. » Laurent parvint à se lever en s'appuyant contre le poteau. Ses jambes tremblaient sous lui, mais la perspective d'un abri et d'eau lui donna la force nécessaire. « Je te suis, » dit-il simplement. Ils progressèrent lentement à travers les champs déserts, Manon adaptant son pas à celui, chancelant, de Laurent. Elle le guidait par des sentiers invisibles, aux yeux non exercés, évitant soigneusement les zones où il pourrait être vu. Après une vingtaine de minutes de marche laborieuse, ils arrivèrent devant une vieille voie ferrée désaffectée. Et, là partiellement dissimulé par la végétation envahissante, se trouvait un ancien wagon de train abandonné. La peinture rouge d'origine était presque entièrement écaillée, révélant le métal rouillé en dessous. Une partie des vitres était brisée, remplacée par des morceaux de carton et de plastique. C'était le refuge de Manon. « C'est ici que tu vis ?» demanda Laurent stupéfait. Manon le regarda avec défi. « C'est chez moi », répondit-elle simplement. Elle l'aida à monter les marches métalliques, le soutenant malgré sa petite taille. L'intérieur du wagon était étonnamment organisé. Dans un coin, un matelas mince avec une couverture usée mais propre. De l'autre côté, des étagères fabriquées avec des planches récupérées supportaient quelques livres, des boîtes de conserve et divers objets sauvés des poubelles, mais soigneusement nettoyés. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle en désignant le matelas. Laurent obéit, ses jambes cédant sous lui avec soulagement. Manon fouilla dans ses affaires et en sortit une bouteille d'eau à moitié pleine qu'elle lui tendit. « Buvez lentement », conseilla-t-elle, « sinon vous allez être malade. » Il prit la bouteille avec des mains tremblantes et suivit son conseil, prenant de petites gorgées. L'eau tiède lui parut être le plus délicieux des nectars. Pendant qu'il buvait, Manon sortit un morceau de pain dur et un bout de fromage. « C'est tout ce que j'ai, » dit-elle en les lui tendant. « Ce n'est pas beaucoup. » Laurent contempla la nourriture, puis le visage mince de la jeune fille. Il était évident qu'elle partageait ses dernières provisions. « Je ne peux pas prendre ta nourriture, Manon. »« Vous devez manger, » insista-t-elle. « Vous êtes trop faible. » Le contraste était saisissant. Lui, habitué aux restaurants étoilés et aux réceptions somptueuses, acceptait maintenant avec gratitude un morceau de pain rassis des mains d'une enfant qui n'avait pratiquement rien. « Merci », murmura-t-il en prenant la nourriture. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme jamais auparavant. Tandis qu'il reprenait des forces, il observait Manon qui s'affairait dans son espace, rangeant quelques objets, vérifiant les ouvertures. Comme par habitude, une routine de survie, réalisa-t-il. Cet enfant vivait seul, dans des conditions que la plupart des gens ne pourraient imaginer. Et pourtant, elle venait de partager le peu qu'elle possédait avec un inconnu. « Depuis combien de temps vis-tu ici » demanda-t-il doucement. Manon s'immobilisa un instant. « Presque 2 ans, répondit-elle finalement, depuis que ma mère a disparu. »« Disparu » répéta Laurent. « Tu veux dire ?»« Elle est partie un matin et n'est jamais revenue, » coupa Manon d'un ton qui décourageait toute question supplémentaire. « J'ai attendu, longtemps, puis j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille. » Laurent était abasourdi. Une enfant seule pendant 2 ans, sans que personne ne s'en soucie. Et ton père? D'autres membres de ta famille? Je n'ai jamais connu mon père, répondit Manon en haussant les épaules avec une indifférence qui semblait trop pratiquée pour être sincère. Et ma mère disait toujours que sa famille l'avait rejetée quand elle était tombée enceinte. Nous n'avons jamais eu que l'une et l'autre. Laurent laissa son regard errer sur le wagon. Malgré la pauvreté évidente, l'espace témoignait d'une intelligence et d'une résilience remarquables,
Des systèmes ingénieux pour récupérer l'eau de pluie, des matériaux isolants placés stratégiquement contre les parois métalliques, des objets soigneusement organisés selon leur utilité. « Comment as-tu fait pour rester invisible ?» demanda-t-il impressionné malgré lui par cette capacité à survivre dans l'ombre de la société. Manon eut un petit sourire désabusé. « Les gens voient ce qu'ils veulent voir, monsieur Deschamps. Personne ne regarde vraiment les enfants. Comme moi, on devient des fantômes. » Elle s'assit en tailleur près de la porte, maintenant une distance prudente. « Et puis, j'ai appris à être discrète. Les services sociaux m'auraient envoyé dans un foyer si... » Sa voix s'éteignit, mais son expression en disait long sur cette perspective. « Tu as survécu seul tout ce temps, » murmura Laurent, stupéfait. « C'est extraordinaire. »« C'est normal, » corrigea-t-elle. « Quand on n'a pas le choix, on s'adapte. » Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruissement du vent dans les arbres environnants et le craquement occasionnel de la structure métallique du wagon. Laurent sentait sa force revenir progressivement, bien qu'une fatigue profonde persistât dans ses membres. « Ces hommes, » dit soudain Manon, « ceux qui vous ont attaché, ils reviendront chercher ?» Laurent fronça les sourcils, essayant de rassembler ses souvenirs. « Probablement. J'ai été enlevé hier soir, je crois. Je sortais de mon bureau à Paris quand ils m'ont intercepté. Ils voulaient des informations sur un nouveau médicament que mon entreprise développe. » Il soupira. « Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont abandonné ici plutôt que... » Il s'interrompit, réalisant que certains détails n'étaient pas appropriés pour une conversation avec une enfant. « Plutôt que de vous faire disparaître définitivement, » compléta Manon avec un pragmatisme glaçant. « Peut-être qu'ils voulaient juste vous faire peur. » Laurent la regarda avec étonnement. Cette jeune fille parlait de violence et de danger avec le détachement de quelqu'un qui y était habitué. Quelle vie avait-elle menée pour développer une telle compréhension des aspects les plus sombres du monde? « Je dois contacter quelqu'un, » dit-il en changeant de sujet. « Y a-t-il un endroit où je pourrais téléphoner, un village proche ?» Manon hésita. Le village de Saint-Martin est à environ 2 kilomètres, mais il y a souvent des gendarmes qui patrouillent là-bas. Son regard était éloquent. Elle ne s'approchait jamais des autorités. « J'ai une amie dans la police, » expliqua Laurent. « Capitaine Émilie Rousseau. Nous nous connaissons depuis l'université. C'est la seule personne en qui j'ai totalement confiance en ce moment. » Le visage de Manon se ferma instantanément. « La police, » répéta-t-elle d'un ton plat. « Si vous appelez la police, ils viendront ici. Ils me trouveront. » « Émilie n'est pas comme ça, » tenta de la rassurer Laurent. « Elle comprendra. Je lui expliquerai ta situation. »« Vous ne comprenez pas ?» insista Manon, une lueur de panique dans les yeux. « Personne ne comprend. Les adultes font toujours des promesses qu'ils ne tiennent pas. Ils disent que tout ira bien, et puis... » Elle s'interrompit, semblant lutter contre des émotions trop intenses. Laurent comprit alors que derrière sa façade de dureté se cachait une enfant profondément blessée par les abandons successifs. « Je te donne ma parole, Manon, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. « Je ne laisserai personne t'emmener contre ta volonté. » La jeune fille le fixa longuement, évaluant sa sincérité. « Les promesses des riches, » murmura-t-elle finalement. « Elles valent le prix du papier sur lequel elles sont écrites. » Certaines. « Personne tienne leurs promesses, » répondit doucement Laurent. « Même les riches. » Un bruit soudain à l'extérieur les fit sursauter tous les deux. Manon se leva d'un bond, agile comme un chat, et se précipita vers une petite ouverture qui servait de fenêtre. « Une moto » souffla-t-elle, tendue, sur le chemin principal, à environ 500 mètres. Laurent sentit son cœur s'accélérer. « Ce sont peut-être eux, » murmura-t-il. « Il faut vous cacher, » décida Manon. Elle se dirigea rapidement vers le fond du wagon et souleva une partie du plancher, révélant un espace exigu entre les lattes de bois et le soubassement métallique. Ici, c'est étroit mais invisible. Laurent s'y glissa avec difficulté, surpris par l'ingéniosité de cette cachette. Manon referma le panneau, le plongeant dans une obscurité presque complète, hormis quelques rayons de lumière filtrant entre les planches. De sa cachette, il entendit la jeune fille déplacer quelques objets, probablement pour rendre l'espace plus naturel, puis le silence revint. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Laurent sentait la sueur perler sur son front, autant due à la chaleur de l'espace confiné qu'à l'angoisse qui l'étreignait. Soudain, des voix d'hommes résonnèrent au loin, puis se rapprochèrent. Des pas lourds firent grincer le sol à
Proximité du wagon. Tu es sûr qu'il n'est pas dans le coin? Demanda une voix rauque. On a vérifié partout, répondit une autre. Les cordes étaient coupées. Quelqu'un l'a aidé. Merde! Le fort va être furieux. On continue à chercher. Il ne peut pas être allé loin dans son état. Les pas s'éloignèrent progressivement et le silence revint. Quelques minutes plus tard, le bruit d'un moteur confirma leur départ. Le panneau au-dessus de Laurent se souleva. « Ils sont partis », annonça Manon. « Mais ils reviendront. On dit qu'ils allaient continuer à chercher. » Laurent se hissa hors de la cachette, ses membres endoloris protestant contre ce nouvel effort. « Nous ne pouvons pas rester ici, » constata-t-il. « C'est trop dangereux. Pour toi aussi maintenant. » Manon acquiesça, son expression grave. « Il y a un endroit sur la colline là-bas, » dit-elle en désignant une élévation à l'horizon. « Parfois, j'y capte du réseau avec mon vieux téléphone. » Elle fouilla dans un sac de toile et en sortit un téléphone portable antique, à l'écran, fissuré. « Je l'ai trouvé dans une poubelle près de la gare. Il fonctionne encore, parfois. » Laurent regarda l'appareil avec un mélange d'amusement et d'admiration. Ce modèle datait d'au moins 10 ans, mais il pourrait être leur salut. « On devrait y aller maintenant, » suggéra Manon, « avant qu'ils ne reviennent. Vous pouvez marcher ?» Laurent hocha la tête. « Je me sens mieux. Grâce à toi. » La jeune fille rassembla rapidement quelques affaires essentielles dans son sac, une bouteille d'eau remplie, le reste du pain, son couteau et quelques objets personnels. « Si on doit partir pour de bon, » expliqua-t-elle, « je préfère avoir ça avec moi. » Ils quittèrent le wagon avec précaution, Manon guidant Laurent par des sentiers dissimulés dans la végétation. La marche était difficile pour lui, encore affaibli, mais la peur d'être retrouvé par ses ravisseurs lui donnait une énergie nouvelle. La colline n'était pas très haute, mais la pente était raide. Manon avançait avec l'agilité d'une chèvre de montagne, s'arrêtant régulièrement pour permettre à Laurent de la rattraper. À mi-chemin, ils firent une pause pour qu'il puisse reprendre son souffle. « Comment connais-tu si bien cet endroit ?» demanda-t-il entre deux respirations laborieuses. « J'explore, » répondit simplement Manon. « C'est important de connaître son territoire quand on vit comme moi, les endroits sûrs, les chemins discrets, les points d'eau. » Laurent observa la campagne qui s'étendait autour d'eux. Il n'avait jamais vraiment regardé ce type de paysage auparavant, habitué qu'il était aux vues panoramiques depuis les fenêtres de bureaux luxueux ou les terrasses d'hôtels 5 étoiles. Cette terre, que d'autres auraient qualifiée de « ce banal » était le royaume de Manon, son terrain de survie quotidienne. « Tu es extraordinaire », dit-il avec sincérité. « La plupart des adultes ne survivraient pas une semaine dans tes conditions. » Manon parut gênée par le compliment. « On y est presque », dit-elle en reprenant la marche. Au sommet de la colline se dressait un vieux chêne solitaire. Manon s'en approcha et sortit son téléphone. « C'est ici », annonça-t-elle. « Parfois, il y a du réseau sous cet arbre. Je ne savais pas pourquoi. » Laurent prit le téléphone avec reconnaissance. L'appareil s'alluma après quelques tentatives, révélant un écran d'accueil basique et une batterie presque épuisée. Miracle des miracles, une barre de réseau apparut. Les doigts tremblants, il composa le numéro d'Émilie. Après plusieurs sonneries qui lui parurent interminables, une voix féminine répondit. « Allô ?»« Émilie » souffla Laurent submergé par le soulagement. « C'est moi, Laurent. »« Laurent, mon Dieu, où es-tu ? Tout le monde te cherche. Il y a une alerte disparition. Tes associés sont fous d'inquiétude. »« Écoute-moi attentivement, » dit-il, en baissant la voix. « J'ai été enlevé. Je suis quelque part dans la campagne normande, près d'un village appelé Saint-Martin. Je ne suis pas seul, et c'est compliqué. Mes ravisseurs me cherchent toujours. »« Décris précisément l'endroit où tu te trouves, » ordonna Émilie, passant instantanément en mode professionnel. Laurent regarda autour de lui, cherchant des points de repère. « Je suis sur une colline, avec un grand chêne isolé au sommet. On voit une voie ferrée désaffectée en contrebas et le village au loin. Il y a aussi la vieille ligne de train de Rouen, » intervint Manon à voix basse, « kilomètre 37, près de l'ancien passage à niveau. » Laurent relaya l'information. « Tu peux nous localiser avec ça ?»« Oui, je vois la zone, » confirma Émilie. « Je peux être là dans 1 heure environ avec une équipe. Reste où tu es, ne bouge pas. »« Émilie, attends, » dit Laurent avec urgence. « Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Je suis avec une jeune fille. Elle m'a sauvé la vie. Elle vit seule et elle a peur des autorités. Promets-moi que tu viendras d'abord seule, sans uniforme, sans sirène, s'il te plaît. »
Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Laurent, si tu es en danger. »« Promets-le, Émilie, c'est crucial. » Un soupir se fit entendre. « D'accord, je viendrai d'abord seul, mais je devrais signaler ta position ensuite. Tu comprends? »« Oui, merci. » La communication se coupa soudainement, la batterie du vieux téléphone ayant rendu l'âme. Laurent se tourna vers Manon qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Elle va venir, dit-il. Seule d'abord, comme promis. » Manon hocha la tête, mais son corps restait tendu, prêt à fuir au moindre signe de trahison. « Maintenant, on attend, » dit-elle simplement. Ils s'installèrent dessous le chêne, à l'abri relatif de son ombre. Soleil commençait sa descente vers l'horizon, atténuant légèrement la chaleur de cette journée de juillet. De leur position élevée, ils pouvaient surveiller les environs et voir venir d'éventuels visiteurs indésirables. « Parle-moi de ton entreprise, » demanda soudain Manon. « Que faites-vous exactement ?» Laurent fut surpris par cette question inattendue. « Nous développons des médicaments, » répondit-il, « principalement contre les maladies rares, celles qui touchent peu de gens mais qui sont souvent très graves. » « Et ça rapporte beaucoup d'argent ?» Le ton de Manon n'était pas accusateur, juste curieux. « Oui, » admit Laurent, « mais ce n'est pas que pour l'argent. Mon frère est mort d'une maladie rare quand j'étais adolescent. Les médecins n'avaient rien pour le soigner à l'époque. J'ai créé cette entreprise pour que d'autres enfants puissent avoir une chance qu'il n'a pas eue. » Le visage de Manon s'adoucit légèrement. « Je ne savais pas. Désolé pour votre frère. »« Thomas, » précisa Laurent, le nom familier provoquant toujours un pincement au cœur après toutes ces années. Et il aurait eu 36 ans maintenant. Un silence respectueux s'installa entre eux. Puis Laurent demanda à son tour, « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire, à part sauver des inconnus attachés à des poteaux ?» Un sourire fugace éclaira le visage de Manon. « J'aime lire. Je récupère des livres que les gens jettent, et j'aime dessiner aussi. » Elle hésita, puis sortit de son sac un petit carnet à la couverture élimée. « Je dessine ce que je vois, des plantes, des animaux, des endroits. » Elle lui tendit le carnet avec une certaine réticence. Laurent le feuilleta avec précaution, impressionné par la qualité des croquis. Des paysages, des détails de plantes, des animaux saisis dans leurs mouvements naturels. Chaque dessin révélait un talent brut mais indéniable et une sensibilité aiguë pour les détails. « C'est magnifique, Manon, » dit-il sincèrement. « Tu as un vrai don. » Elle reprit le carnet rapidement, gênée par le compliment. « C'est juste pour passer le temps. Non, c'est bien plus que ça. Tu as un regard unique sur le monde. » Manon rangea le carnet, mais Laurent avait aperçu l'éclat de fierté dans ses yeux. Cet enfant, privé de tout, avait développé une richesse intérieure que beaucoup d'adultes privilégiés n'atteindraient jamais. Le temps passa lentement. Ils parlèrent peu, économisant leur énergie et leur eau. Laurent sentait la fatigue l'envahir à nouveau, mais il luttait contre elle, conscient que le danger n'était pas encore écarté. Enfin, en fin d'après-midi, Manon se redressa soudainement. « Une voiture » annonça-t-elle, « sur la route principale. » Laurent se leva avec difficulté, scrutant la direction qu'elle indiquait. Une berline noire approchait lentement, prenant le chemin de terre qui menait vers la colline. « C'est elle » dit-il en reconnaissant le véhicule personnel d'Émilie. « C'est mon ami. » Manon se tendit néanmoins, prête à disparaître dans les bois au moindre signe suspect. La voiture s'arrêta en contrebas et une femme élégante d'une quarantaine d'années en sortit. Ses cheveux courts et son allure assurée trahissaient son métier malgré l'absence d'uniforme. « Laurent » appela-t-elle en le voyant. « Émilie » répondit-il soulagé. Émilie grimpa rapidement la pente, son regard professionnel évaluant la situation. Quand elle atteignit Laurent, elle l'étreignit brièvement. « Mon Dieu, dans quel état tu es ?» dit-elle en examinant ses blessures. Puis son regard se posa sur Manon, qui se tenait légèrement en retrait. « Et tu dois être... » « Manon, » compléta Laurent. « Elle m'a sauvé la vie, Émilie. Sans elle, je serais probablement mort de déshydratation. » Émilie s'approcha de la jeune fille avec précaution, reconnaissant les signes d'une enfant habituée à la rue. « Merci d'avoir aidé mon amie Manon. C'était très courageux. » Manon ne répondit pas, observant la policière avec méfiance. Émilie ne s'en formalisa pas, habituée aux réactions des enfants traumatisés. « J'ai apporté de l'eau et des sandwichs, » dit-elle en désignant un sac qu'elle avait posé près d'elle. « Vous devez avoir faim. »
Laurent accepta avec gratitude la bouteille d'eau qu'elle lui tendait. Manon, cependant, ne fit pas un geste vers la nourriture offerte. « Tu peux prendre, Manon », l'encouragea Laurent. « Émilie est digne de confiance. » Après une hésitation, la jeune fille s'avança et prit un sandwich qu'elle mangea avec des gestes mesurés, malgré sa faim évidente. « Laurent, nous devons parler, » dit Émilie à voix basse. « La situation est complexe. » Ils s'éloignèrent légèrement, mais restèrent à portée de vue de Manon, pour ne pas l'inquiéter. « Davantage. Tes ravisseurs sont activement recherchés, » expliqua Émilie. « D'après nos informations, il s'agit d'espionnage industriel. Ils voulaient les formules de ton nouveau médicament contre la fibrose pulmonaire, c'est ça, Laurent ?» Hocha la tête. « Ils ont dit travailler pour un concurrent, mais n'ont pas précisé lequel. Nous avons des pistes, mais ce n'est pas mon principal souci pour l'instant. » Elle jeta un regard vers Manon. « Cet enfant, elle vit seule, c'est... » « Ça? Oui, dans un vieux wagon abandonné. Sa mère a disparu il y a 2 ans. Elle survit par elle-même depuis. » Émilie soupira. « Laurent, tu sais que je dois la signaler aux services sociaux. C'est une mineure en danger. »« Je sais, » admit-il, « mais Émilie, elle a une peur panique. Des institutions. Si tu la forces à partir avec des assistantes sociales, elle s'enfuira à la première occasion, et elle est douée pour disparaître. »« Quelle est ton alternative ?» demanda Émilie, les sourcils froncés. Laurent prit une profonde inspiration. « Laisse-la venir avec moi pour l'instant. Juste quelques jours, le temps de trouver une solution qui ne l'effraie pas. » Émilie le regarda avec étonnement. « Laurent, tu n'es pas sérieux? Tu ne peux pas simplement prendre une enfant chez toi comme ça. Il y a des lois, des procédures. Je ne parle pas de l'adopter sur le champ, précisa-t-il, juste de lui offrir un refuge temporaire pendant que nous cherchons sa mère ou qu'une famille d'accueil qui conviendrait. »« C'est irrégulier, » protesta Émilie. « Parfois, les règles doivent s'adapter aux situations exceptionnelles, » argumenta Laurent. « Cet enfant m'a sauvé la vie, Émilie. Je lui dois au moins ça. » La policière soupira, tiraillée entre son devoir professionnel et son amitié pour Laurent. « Je pourrais perdre mon poste pour ça, » dit-elle finalement. « Je prends l'entière responsabilité, » assura Laurent. « Et je te promets de suivre toutes les procédures légales nécessaires dès demain. Mais ce soir, laisse-moi l'emmener chez moi, lui offrir un repas chaud, un lit propre. Elle le mérite. » Émilie observa Manon qui les regardait de loin, tendue et méfiante. « D'accord, » céda-t-elle finalement. « Je vais te faire gagner 48 heures. Mais après, Laurent, il faudra suivre les procédures normales. Je ne peux pas faire plus. »« Merci, » dit-il avec reconnaissance. Ils retournèrent vers Manon, qui avait suivi leur conversation à distance, incapable d'entendre, mais percevant clairement quel était le sujet de leur discussion. « Manon, » commença Laurent en s'accroupissant pour être à sa hauteur, « Émilie va nous emmener chez moi, à Paris. Tu serais d'accord pour venir avec nous, juste pour quelques jours, le temps que la situation se calme. » La jeune fille plissa les yeux avec suspicion. « Et après ? » ?»« Après, nous chercherons une solution. Ensemble. Je te promets que tu auras ton mot à dire. Personne ne décidera de ton sort sans toi. » « Les promesses des adultes, » murmura-t-elle, sceptique. « Je tiens toujours les miennes, » affirma Laurent. « Et si tu n'es pas à l'aise, tu pourras partir. Je ne te retiendrai pas contre ta volonté. » Cette dernière phrase sembla faire mouche. L'idée qu'elle conservait sa liberté de choix était cruciale pour Manon. « Je peux prendre mes affaires? Dans le wagon ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » acquiesça Émilie. « Je vous y conduirai. » Le retour au wagon fut tendu. Émilie conduisait lentement, scrutant les environs avec vigilance. Quand ils arrivèrent, Manon disparut à l'intérieur et en ressortit quelques minutes plus tard avec un petit sac contenant ses maigres possessions. « C'est tout ?» demanda Laurent, surpris par le peu qu'elle emportait. « C'est tout ce qui compte, » répondit-elle simplement. Le trajet vers Paris fut silencieux. Manon regardait défiler le paysage, son visage ne trahissant aucune émotion, mais ses yeux absorbaient chaque détail comme si elle mémorisait le chemin. Laurent, épuisé par les événements de la journée, luttait contre le sommeil. « Nous allons d'abord passer à l'hôpital, » annonça Émilie en brisant le silence. « Laurent a besoin de soins. »« Non, » protesta-t-il. « Pas maintenant. Je veux rentrer chez moi. Un médecin pourra venir me voir là-bas. »« C'est irresponsable, » gronda Émilie. « C'est ma décision, » insista-t-il en jetant un regard vers Manon. «
Il avait compris que l'emmener dans un hôpital, avec son lot de questions et de procédures, risquait de la faire fuir. Émilie céda, avec réticence. « Très bien, mais j'appellerai moi-même un médecin dès notre arrivée. » Le soleil se couchait quand ils atteignirent Paris, ses derniers rayons illuminant les immeubles haussmanniens d'une lueur dorée. Manon observait la ville avec un mélange de méfiance et de fascination. Pour elle, qui n'avait connu que la périphérie, de petites villes normandes, la capitale était un monde étranger et intimidant. Émilie dirigea la voiture vers le 16e arrondissement, s'engageant dans des rues bordées d'arbres et d'immeubles élégants. Elle s'arrêta finalement devant un immeuble haussmannien imposant, dont la façade sculptée témoignait d'une autre époque. « Nous y sommes », annonça-t-elle. Manon observa le bâtiment avec des yeux écarquillés, mais garda le silence. Laurent, quant à lui, ressentit un soulagement intense à la vue de son domicile. Après l'épreuve qu'il venait de traverser, cet immeuble familier représentait la sécurité, le retour à la normalité. Le concierge, un homme âgé au visage, bienveillant, se précipita vers eux dès qu'il les aperçut. « Monsieur Deschamps, mon Dieu, nous étions tous si inquiets. La police est venue, ils ont posé tant de questions. »« Tout va bien maintenant, Maurice, » le rassura Laurent. « Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. » Le vieil homme hocha la tête, puis son regard se posa sur Manon. « Et qui est cette jeune demoiselle ?»« Une amie, » répondit simplement Laurent. « Elle va rester quelque temps. » Maurice n'insista pas, habitué à la discrétion qu'exigeait son métier. Il les accompagna jusqu'à l'ascenseur en bois et laiton, un vestige d'une époque révolue mais parfaitement entretenue. Manon hésita avant d'entrer dans la cabine. « Tu n'as jamais pris d'ascenseur ?» demanda doucement Laurent. Elle secoua la tête, visiblement mal à l'aise dans cet espace clos. « C'est parfaitement sûr, » la rassura-t-il. « Et nous ne serons dedans que quelques secondes. » La montée jusqu'au 4e étage parut interminable pour Manon, qui fixait le sol métallique comme si elle craignait que l'ensemble ne s'effondre à tout moment. Quand les portes s'ouvrirent, enfin ils débouchèrent sur un palier élégant. Laurent sortit ses clés d'une poche intérieure de sa veste déchirée et ouvrit une porte massive en bois sombre. L'appartement qui se révéla à eux était à l'image de l'immeuble, spacieux, élégant, avec une touche de modernité qui se mariait harmonieusement aux éléments d'époque. De hauts plafonds ornés de moulures, des parquets en chêne qui craquaient doucement sous leurs pas, des fenêtres immenses donnant sur un Paris qui commençait à s'illuminer pour la nuit. Manon resta figée sur le seuil, comme si elle craignait de souiller cet espace immaculé de sa présence. Laurent et Émilie échangèrent un regard, comprenant tous deux son malaise. « Entre, Manon », l'encouragea Laurent. « Tu es chez moi maintenant. » La jeune fille avança prudemment, évitant de toucher quoi que ce soit. Son regard balayait l'espace, absorbant chaque détail. Les tableaux au mur, les meubles en bois précieux, les objets d'art disposés avec goût. Ce n'était pas tant le luxe qui l'impressionnait que l'écart vertigineux entre ce monde et « Tiens le sien. Je vais appeler le médecin », déclara Émilie en sortant son téléphone, « et commander quelque chose à manger. Vous devez avoir faim tous les deux. » Pendant qu'Émilie s'occupait de ses arrangements, Laurent conduisit Manon à travers l'appartement, lui montrant les différentes pièces avec une simplicité qui contrastait avec l'opulence des lieux. « Voici la cuisine, » dit-il en désignant une pièce où le marbre et l'acier inoxydable dominaient. « Tu peux te servir quand tu veux. Le réfrigérateur est toujours plein. » Manon hocha la tête, observant avec fascination les appareils électroménagers dont elle ignorait probablement l'usage pour certains. La salle à manger, le salon, continua Laurent, traversant des espaces où chaque meuble, chaque objet, semblait avoir été choisi avec soin. Puis il ouvrit une porte sur une chambre au ton bleu et gris. « Et voici où tu dormiras. La salle de bain est juste à côté. » La chambre, manifestement une chambre d'amis, était néanmoins décorée avec goût. Un grand lit trônait au centre, recouvert d'une couette moelleuse qui semblait inviter au repos. « C'est pour moi ?» demanda Manon incrédule. « Bien sûr, » confirma Laurent. « Je vais te chercher des serviettes propres et nous devrons probablement t'acheter quelques vêtements demain. » Il observa la réaction de Manon qui touchait du bout des doigts le couvre-lit, comme pour s'assurer qu'il était réel. Ce simple geste révélait tout ce qu'elle avait dû affronter dans sa jeune vie. « Je te laisse t'installer, » dit-il doucement.
Si tu veux prendre une douche, n'hésite pas. » Quand il retourna au salon, Émilie l'attendait, le visage grave. « Le médecin sera là dans 1 heure, » annonça-t-elle. « J'ai aussi commandé des pizzas. Je me suis dit que ce serait plus simple pour ce soir. » Laurent acquiesça, reconnaissant. « Merci, Émilie, pour tout. »« Ne me remercie pas encore, » avertit-elle. « Cette situation est intenable à long terme, tu le sais. »« Je sais, » admit-il en s'asseyant lourdement sur un canapé, la fatigue le rattrapant soudainement. « Mais pour... Ce soir, laissons-la se reposer, se sentir en sécurité. Demain, nous aviserons. » Émilie s'assit en face de lui. « Laurent, as-tu vraiment réfléchi à ce que tu fais? Tu ne connais rien de cet enfant, de son histoire. »« Je sais qu'elle m'a sauvé la vie, » coupa-t-il, « et qu'elle a plus de courage et d'intégrité que bien des adultes que je connais. » Ce n'est pas la question. Légalement. Légalement, nous avons 48 heures, rappela Laurent. C'est ce que tu as dit. Émilie soupira. Très bien, mais promets-moi de réfléchir sérieusement à la suite. Cet enfant a besoin d'un cadre stable, de professionnels qui puissent l'aider à surmonter ses traumatismes. Je comprends, concéda Laurent. Mais elle a aussi besoin qu'on respecte ses choix, qu'on l'écoute. C'est ce que je compte faire. Leur conversation fut interrompue par le bruit de l'eau qui coulait. Manon avait apparemment décidé de tester la douche. Quelques minutes plus tard, elle réapparut, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules. Elle portait toujours ses vêtements usés, faute d'alternative. « Ça va, Manon ?» demanda Laurent. « Tu as trouvé tout ce qu'il te fallait ?» Elle hocha, la tête visiblement gênée. « C'est très grand, dit-elle finalement. La salle de bain. »« Demain, nous irons t'acheter des vêtements, » promit Laurent. « En attendant, peut-être que... » « J'ai pensé à ça, » intervint Émilie en sortant un sac de sport de sous la table. « J'ai demandé à Maurice de me donner ça. Ce sont des vêtements. De sa petite fille qui vient parfois en vacances. Il devrait aller, Manon. » La jeune fille accepta le sac avec hésitation. « Merci, » murmura-t-elle, visiblement peu habituée à recevoir des cadeaux. Le médecin arriva peu après, en même temps que les pizzas. Pendant que Laurent était examiné dans sa chambre, Émilie installa Manon dans la cuisine devant une assiette de pizza fumante. « Tu aimes ?» demanda-t-elle, en voyant la jeune fille prendre une première bouchée prudente. Manon hocha la tête, masquant son plaisir évident. Il était clair qu'elle n'avait pas souvent l'occasion de manger un repas chaud et fraîchement préparé. « Manon, » commença doucement Émilie, « peux-tu me parler un peu de ta mère? Quand a-t-elle disparu exactement ?» La jeune fille se raidit immédiatement. « Pourquoi? Pour la retrouver et me renvoyer chez elle? Pour comprendre ta situation, » expliqua patiemment Émilie. « Si elle a disparu, peut-être devrions-nous la rechercher, s'assurer qu'elle va bien. » Manon posa sa part de pizza, son appétit soudain évanoui. Elle est partie un matin de septembre, il y a presque 2 ans. Elle a dit qu'elle allait chercher du travail en ville. Elle n'est jamais revenue. Avait-elle des problèmes? Des dettes, peut-être? Toujours, répondit Manon avec un haussement d'épaules résigné. Nous déménagions souvent, parfois au milieu de la nuit. Et tu n'as pas d'autres membres de ta famille? Des grands-parents, des oncles ou tantes? Ma mère disait que sa famille l'avait rejetée quand elle était tombée enceinte de moi. Je ne les ai jamais rencontrés. Émilie prit des notes mentales, son instinct professionnel lui soufflant que cette histoire méritait d'être vérifiée. Et ton père? Je ne l'ai jamais connu, répondit simplement Manon. Ma mère ne parlait jamais de lui. Le médecin sortit de la chambre à ce moment-là, interrompant leur conversation. Il s'approcha d'Émilie et lui parla à voix basse. Déshydratation, contusions multiples, légère commotion cérébrale, mais rien de grave. Il a besoin de repos, principalement. J'ai prescrit des analgésiques et des antibiotiques pour prévenir l'infection des plaies au poignet. Merci, docteur, dit Émilie en prenant l'ordonnance qu'il lui tendait. Le médecin jeta un regard curieux vers Manon, mais ne posa pas de questions. Émilie le raccompagna à la porte, lui glissant discrètement quelques billets, paiement, en espèces sans trace. Quand elle revint, Laurent avait rejoint Manon dans la cuisine. Il portait maintenant un t-shirt propre et un pantalon de jogging, ses blessures soigneusement pansées. « Le médecin dit que je vais survivre, » annonça-t-il avec un léger sourire. « Grâce à toi, Manon. » La jeune fille baissa les yeux, mal, à l'aise face à cette reconnaissance. Ils mangèrent ensemble, dans un silence relativement confortable compte tenu des circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. Manon mangeait lentement,
savourant chaque bouchée, tandis que Laurent luttait contre l'épuisement qui menaçait de le submerger. « Je vais rester ici cette nuit », déclara Émilie quand ils eurent terminé, par mesure de précaution. Laurent acquiesça, trop fatigué pour argumenter. « Tu connais la chambre d'amis du fond. Manon peut prendre celle-là, » intervint Émilie. « Je dormirai sur le canapé, c'est mieux que je sois près de l'entrée. » Ils se préparèrent pour la nuit, l'étrangeté de leur situation créant une atmosphère presque irréelle. Manon, vêtue d'un t-shirt et d'un short, emprunté, semblait minuscule dans ses vêtements trop grands pour elle. « Bonne nuit, Manon, » dit Laurent en s'arrêtant devant la porte de sa chambre. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je me débrouillerai, » assura-t-elle avec cette indépendance qui la caractérisait. Laurent sourit. « Je n'en doute pas, mais n'hésite pas quand même. » Il s'apprêtait à entrer dans sa chambre quand la voix de Manon l'arrêta. « Monsieur Deschamps. »« Laurent, » corrigea-t-il doucement. « Appelle-moi Laurent. »« Laurent, » répéta-t-elle, le mot semblant étrange dans sa bouche. « Merci. Pour tout ça. »« C'est moi qui te remercie, Manon. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. » La porte se referma derrière lui, laissant Manon seule dans le couloir. Elle resta immobile quelques instants, comme si elle n'arrivait pas à croire à la tournure que prenait sa vie. Puis elle entra dans sa chambre, s'approcha du lit immense et s'y allongea précautionneusement, comme si elle craignait de l'abîmer. Le plafond au-dessus d'elle était blanc et lisse, tellement différent du toit de métal rouillé de son wagon. Les draps sentaient la lavande, pas l'humidité, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans craindre ce que le lendemain pourrait apporter. Le lendemain matin, Manon se réveilla en sursaut, momentanément désorientée par l'environnement inconnu. La douceur du matelas, la lumière filtrant à travers d'élégants rideaux, le silence paisible, tout contrastait violemment avec son quotidien habituel. Elle se leva prudemment, comme si elle craignait que ce confort ne soit qu'un rêve qui pourrait s'évanouir à tout moment. Dans la cuisine, elle trouva Émilie en train de préparer du café. La policière lui sourit, une expression plus détendue, sur son visage que la veille. « Bonjour Manon, bien dormi ?» La jeune fille hocha la tête, méfiante. « Laurent dort encore, » expliqua Émilie. « Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos. Tu veux du chocolat chaud ou du jus d'orange ?»« Du jus, » répondit Manon, en s'asseyant au bord d'une chaise, comme prête à s'enfuir à tout moment. Émilie lui servit un verre et posa sur la table un assortiment de viennoiseries qu'elle avait apparemment été chercher à la boulangerie du quartier. Manon regarda les croissants et pains au chocolat avec émerveillement, mais n'osa pas se servir. « Mange, » l'encouragea Émilie. « C'est pour toi aussi. » Lentement, Manon prit un pain au chocolat et mordit dedans avec précaution, comme si elle craignait qu'il ne lui soit repris. Le goût sucré et beurré la fit fermer les yeux un instant de plaisir pur. Pendant que Laurent se repose, commença Émilie en s'asseyant en face d'elle, « J'aimerais qu'on parle de ta situation, Manon. » La jeune fille se raidit immédiatement. « Ne t'inquiète pas, » ajouta rapidement Émilie. « Je ne vais pas t'emmener tout de suite, mais j'ai besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir t'aider. »« M'aider comment ?» demanda Manon sceptique. « À retrouver ta mère, peut-être, ou d'autres membres de ta famille. » Manon secoua la tête. « Ma mère ne voulait plus de moi. Elle ne reviendra pas. »« Tu n'en sais rien, » objecta doucement Émilie. « Peut-être qu'elle a eu des problèmes, qu'elle n'a pas pu revenir. »« Elle a pris toutes ses affaires, » coupa Manon d'un ton sans appel. « Elle a vidé le compte en banque. Elle a planifié son départ. » Émilie nota mentalement ces détails. « Et ton nom complet, pour rechercher dans nos fichiers ?» Manon hésita. « Manon Lefebvre, mais vous ne trouverez rien. Nous déménagions souvent. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Laurent, les traits tirés, mais l'air plus reposé que la veille. Il sourit en voyant Manon attablée. « Bonjour vous deux, » dit-il en se servant une tasse de café. « Des projets pour aujourd'hui ?»« J'ai quelques appels à passer, » répondit Émilie en lui lançant un regard significatif. « À propos de tes agresseurs et d'autres choses. » Laurent comprit qu'elle comptait se renseigner sur Manon. « Et toi, Manon, tu voudrais faire quelque chose en particulier ?» La jeune fille sembla surprise qu'on lui demande son avis. « Je ne sais pas. Que dirais-tu d'aller acheter quelques vêtements? Les tiens ont besoin d'être... » Il chercha un mot, diplomatique, remplacé. Manon baissa les yeux sur ses habits usés et rapiécés. « Je n'ai pas besoin de... »
J'insiste, l'interrompit gentiment Laurent. C'est le moins que je puisse faire. Pendant qu'Émilie passait ses coups de téléphone dans le bureau, Laurent emmena Manon dans les magasins du quartier. L'expérience fut déconcertante pour la jeune fille, habituée à récupérer ses vêtements dans des bacs de dons ou des poubelles. Face aux rangées de vêtements neufs, elle semblait complètement perdue. « Choisis ce qui te plaît », l'encouragea Laurent. Manon effleura timidement quelques tissus, intimidée par les prix et le luxe environnants. Finalement, avec l'aide patiente de Laurent, elle sélectionna quelques tenues simples mais de qualité. Des jeans, des t-shirts, un sweat à capuche et une veste légère. Laurent ajouta discrètement des sous-vêtements, des chaussettes et une paire de baskets confortables. Quand ils revinrent à l'appartement, Émilie les attendait avec une expression grave. « Manon, pourrais-tu essayer tes nouveaux vêtements pendant que je parle à Laurent ?» demanda-t-elle. La jeune fille acquiesça, percevant la tension. Elle disparut dans sa chambre avec les sacs, laissant les deux adultes face à face. « J'ai fait des recherches », annonça Émilie à voix basse. « Il n'y a aucune Manon Lefebvre correspondant à son âge déclaré disparue dans toute la France. J'ai vérifié les bases de données nationales. Elle t'a peut-être donné un faux nom, suggéra Laurent. Possible, mais j'en doute. Elle semble sincère. Émilie hésita. Il y a autre chose. Tes agresseurs ont été identifiés. 3 hommes liés à Pharmavit, ton principal concurrent. Je m'en doutais, soupira Laurent. Victor Lefort n'a jamais accepté que je refuse sa proposition de fusion. Ils sont activement recherchés, mais ce n'est pas tout. Émilie baissa encore la voix. Les médias ont eu vent de ton enlèvement. Ils commencent à poser des questions. Il faudrait faire une déclaration. Laurent grimaça. Je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, Manon est ma priorité. Justement, Laurent. À propos de... Manon, Émilie semblait chercher ses mots. Que comptes-tu faire exactement? Tu ne peux pas la garder ici indéfiniment. Pourquoi pas? Répliqua-t-il, surprenant son ami. Elle n'a nulle part où aller, Émilie, et je lui dois la vie. Ce n'est pas aussi simple, et tu le sais. Il y a des procédures, des lois. Cet enfant a besoin d'un cadre légal, d'une prise en charge adaptée. Les foyers, tu veux dire, où elle ne serait qu'un numéro parmi d'autres, où personne ne prendrait vraiment soin d'elle. Émilie soupira. Ne caricature pas, il existe de bonnes familles d'accueil, des éducateurs dévoués. Et combien d'enfants passent à travers les mailles du filet, insista Laurent. Tu connais ça les statistiques aussi bien que moi. Leur débat fut interrompu par le retour de Manon, vêtue d'un jean neuf et d'un t-shirt simple mais élégant. La transformation était frappante, propre et correctement habillée. Elle ressemblait davantage à une adolescente ordinaire, bien que son regard conservât cette méfiance caractéristique des enfants ayant connu trop de déceptions. « Ça te va très bien », la complimenta Laurent avec un sourire sincère. Manon rougit légèrement, mal à l'aise face à l'attention. « Merci », murmura-t-elle. Le téléphone de Laurent sonna, brisant ce moment. Il décrocha, son visage se transformant en masque professionnel tandis qu'il écoutait son interlocuteur. « Je comprends. Oui, je vais bien. Non, je ne peux pas venir aujourd'hui. Demain, peut-être. » Il raccrocha avec un soupir. « Mon directeur financier. Apparemment, le conseil d'administration est en ébullition. »« Tu devrais y aller, » suggéra Émilie. « Rassuré, tout le monde gérait cette crise. »« Et laisser Manon, » objecta Laurent. « Je peux rester avec elle aujourd'hui, » proposa Émilie. « Ça me donnera l'occasion de poursuivre mes recherches sur sa situation. » Laurent hésita, puis se tourna vers Manon. « Qu'en penses-tu? Serais-tu d'accord pour rester avec Émilie pendant quelques heures ?» La jeune fille sembla surprise qu'on lui demande son avis. Elle évalua Émilie du regard, puis hocha lentement la tête. « D'accord. »« Je reviens vite, » promit Laurent. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à Émilie. » Il se prépara rapidement, enfilant un costume qui contrastait radicalement avec son apparence débraillée de la veille. En quelques minutes, il redevint le PDG impeccable que le monde des affaires connaissait. « Sois prudent, » recommanda Émilie. « Tes agresseurs sont toujours en liberté. »« J'ai demandé à mon service de sécurité de m'attendre en bas, » la rassura-t-il. « Ne vous inquiétez pas pour moi. » Après son départ, un silence gêné s'installa entre Émilie et Manon. La policière tenta de détendre l'atmosphère. « Tu veux regarder un film? Ou peut-être dessiner? Laurent m'a dit que tu aimais ça. » Manon haussa les épaules. « Peu importe. »
Émilie sortit du papier et des crayons, et bientôt Manon se perdit dans son art, dessinant avec concentration, tandis qu'Émilie travaillait sur son ordinateur portable, faisant des recherches discrètes sur la jeune fille et sa possible histoire. Pendant ce temps, Laurent affrontait une tempête à son bureau. Dès son arrivée, il fut assailli par ses collaborateurs, tous avides de détails sur son enlèvement. Son assistante, Caroline, le suivait partout, un calepin à la main, notant frénétiquement ses instructions. « Les journalistes attendent une déclaration », annonça-t-elle. « J'ai déjà reçu 20 appels ce matin. »« Prépare un communiqué standard », ordonna Laurent. « Je vais bien. Je remercie tout le monde pour leur soutien, l'enquête suit son cours, etc. » « Et le conseil d'administration ? » ?»« Réunion dans 1 heure, décida-t-il. « J'ai besoin de les rassurer en personne. » La réunion fut tendue. Les membres du conseil, principalement des hommes d'affaires aguerris, étaient des plus préoccupés par les implications financières de l'incident que par son bien-être personnel. « Le cours de notre action a chuté de 3 points, annonça sèchement Victor Durand, le plus ancien membre du conseil. Cette histoire d'enlèvement fait peur aux investisseurs. Pardonnez-moi d'avoir été kidnappé, répliqua Laurent avec sarcasme. La prochaine fois, je m'assurerai que cela n'affecte pas le cours de l'action. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Laurent, intervint Sylvie Morel, directrice juridique. Nous sommes sincèrement soulagés que tu ailles bien, mais nous devons gérer cette crise. Les rumeurs se multiplient. Quelles rumeurs ? Demanda Laurent, soudain alerte. Sylvie échangea des regards gênés avec les autres membres. Certains journalistes suggèrent que ton enlèvement pourrait être lié aux nouveaux médicaments contre la fibrose pulmonaire. Ils parlent d'espionnage industriel, de formules volées. C'est exactement ce que c'était, confirma Laurent. Et je n'ai rien révélé si c'est ce qui vous inquiète. Mais comment pouvons-nous en être sûrs ? Insista Victor. Tu as été détenu pendant presque 24 heures. Sous pression, n'importe qui pourrait... Je n'ai rien dit, coupa Laurent d'un ton glacial, et je trouve insultant que vous puissiez le suggérer. La réunion se poursuivit dans cette atmosphère tendue, Laurent défendant sa position tandis que le conseil exprimait ses inquiétudes. Finalement, un compromis fut trouvé. Laurent ferait une déclaration publique le lendemain pour rassurer les investisseurs et les médias. Quand il quitta la salle de conférence, épuisé par ses joutes verbales, Caroline l'attendait avec une expression préoccupée. « Il y a autre chose », annonça-t-elle. Un journaliste de Le Quotidien a appelé. Il dit avoir des informations sur une enfant qui serait actuellement chez toi. Une enfant qui t'aurait sauvé. Laurent se figea. Comment pourrait-il savoir ça? Je l'ignore, admit Caroline. Mais il semblait très sûr de lui. Il menace de publier l'histoire demain si tu ne lui accordes pas une interview exclusive. Merde, murmura Laurent. Cette complication, il ne l'avait pas prévue. Dis-lui que je le rappellerai. De retour dans son bureau, il appela immédiatement Émilie pour l'informer de ce développement inquiétant. « Comment ont-ils pu savoir » s'étonna-t-elle. « Aucune idée. Le concierge peut-être. Ou quelqu'un nous a suivis hier. Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Laurent réfléchit un instant. « Je ne peux pas laisser les médias s'emparer de cette histoire et la déformer. Manon a déjà vécu assez de traumatismes sans devenir un sujet de tabloïd. »« Tu pourrais démentir, » suggéra Émilie, « dire qu'il s'agit d'une rumeur infondée. » « Et si des photos apparaissent, si quelqu'un nous a vus ensemble ?» Laurent soupira. « Non, je dois prendre les devants, contrôler le récit avant qu'il ne nous échappe. »« Laurent, » dit doucement Émilie, « je comprends ton attachement envers Manon. Mais réfléchis aux conséquences. Si tu confirmes publiquement sa présence chez toi, les services sociaux seront obligés d'intervenir. »« Alors je leur ferai face, » décida-t-il. « Je ne la trahirai pas en niant son existence, ou ce qu'elle a fait pour moi. Et que compte-t-elle ? Faire, elle ? Demanda Émilie. Lui as-tu demandé son avis ? Laurent se rendit compte qu'il n'avait pas envisagé la question sous cet angle. Tu as raison. Parle-lui, s'il te plaît. Explique-lui la situation, mais sans l'effrayer. Je rentrerai dès que possible. Quand il raccrocha, Laurent se sentit soudain accablé par le poids des décisions à prendre. En l'espace de 2 jours, sa vie bien ordonnée avait basculé dans l'imprévu. Et au centre de ce chaos se trouvait une jeune fille dont il se sentait inexplicablement responsable, bien qu'il la connaisse à peine. Le retour de Laurent à l'appartement fut marqué par une tension palpable.
Émilie l'attendait dans le salon, une expression grave sur le visage. Manon, quant à elle, était assise près de la fenêtre, scrutant la rue en contrebas, comme si elle évaluait une possible voie de fuite. « Je lui ai expliqué la situation », annonça Émilie à voix basse. Elle n'a pas dit grand-chose. Laurent s'approcha de la jeune fille avec précaution. « Manon, comment te sens-tu » Elle haussa les épaules sans se retourner. « Ça ne change rien pour moi. J'ai l'habitude de partir vite. » Cette réponse, prononcée avec une résignation qui ne convenait pas à son âge, serra le cœur de Laurent. Il s'assit face à elle, cherchant à établir un contact visuel. « Tu n'as pas à partir, » dit-il fermement. « Pas si tu ne le veux pas. »« Les journalistes vont parler de moi, » objecta-t-elle. « Les services sociaux viendront me chercher. »« Pas nécessairement, » intervint Laurent. « J'ai réfléchi pendant mon trajet de retour. Nous pourrions contrôler le récit, le présenter à notre façon. » Émilie fronça les sourcils. « Laurent, qu'est-ce que tu as en tête exactement ?»« Une conférence de presse, » annonça-t-il. « Demain matin, je raconterai toute l'histoire. Mon enlèvement, comment Manon m'a sauvé. Mais surtout, j'annoncerai mon intention de demander sa garde temporaire pendant que nous recherchons sa famille. »« Sa garde temporaire » répéta Émilie stupéfaite. « Laurent, tu ne peux pas simplement... »« Fais si, » l'interrompit-il. « J'ai consulté mon avocat cet après-midi. Dans des circonstances exceptionnelles, et avec l'accord des autorités compétentes, un adulte peut demander la garde provisoire d'un mineur en situation de détresse, même sans lien familial préexistant. » Manon s'était tournée vers lui, une lueur d'espoir traversant furtivement son regard avant d'être réprimée, comme si elle craignait de croire en cette possibilité. « Ce ne sera pas facile, » prévint Émilie. « Il y aura des enquêtes, des visites à domicile, des évaluations psychologiques. Je suis prêt à affronter tout cela, » assura Laurent. « Si Manon est d'accord, bien sûr. » Toute l'attention se porta sur la jeune fille, qui semblait prise au dépourvu par cette question directe. Elle dévisagea Laurent, cherchant visiblement à déterminer sa sincérité. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. « Pourquoi feriez-vous ça » Laurent réfléchit soigneusement à sa réponse, conscient de son importance. « Parce que tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. Parce que tu mérites mieux que ce que la vie t'a offert. Jusqu'ici, et parce que je crois que nous pourrions nous aider mutuellement. Je ne veux pas être un projet de charité, » déclara Manon avec une fierté surprenante. « Ce n'est pas ce que tu serais, » affirma Laurent. « Tu serais une seconde chance pour nous deux. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et de possibilités. Finalement, Manon hocha imperceptiblement la tête. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais si ça ne marche pas, si c'est trop compliqué. »« Pour vous, je comprendrai. Ce sera compliqué, » reconnut Laurent avec un sourire. « Mais je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Et toi non plus, de toute évidence. » La soirée fut consacrée aux préparatifs pour la conférence de presse du lendemain. Laurent passa plusieurs appels, organisant l'événement avec l'aide de son équipe de relations publiques. Émilie, quant à elle, contacta discrètement quelques collègues pour préparer le terrain du côté administratif. Manon observait ses activités avec un mélange de fascination et d'appréhension. Tout ce remue-ménage autour d'elle, une enfant que la société avait jusqu'alors parfaitement ignorée, lui semblait irréelle. « Tu n'es pas obligée d'être présente demain », lui assura Laurent en remarquant son malaise. « En fait, je préférerais que tu restes ici, loin des caméras. »« Et si les journalistes ne vous croient pas ?» s'inquiéta-t-elle. « Ils me croiront, » affirma-t-il. « J'ai des preuves de mon enlèvement, et la police confirmera les grandes lignes. » De l'histoire. Cette nuit-là, Manon eut du mal à trouver le sommeil. L'idée que son existence cachée allait soudain devenir publique, que son nom serait prononcé par des inconnus, que sa photo pourrait apparaître dans des journaux, tout cela créait une angoisse sourde qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Vers minuit, elle se leva et erra silencieusement dans l'appartement plongé dans l'obscurité. Elle s'arrêta devant la porte du bureau de Laurent, d'où filtrait un rail de lumière. Après une hésitation, elle frappa doucement. « Entre » invita la voix de Laurent. Il était assis derrière son bureau, des documents éparpillés devant lui, l'air fatigué mais concentré. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il gentiment. Manon secoua la tête. « Je n'y arrive pas. »« Moi non plus, comme tu vois. » Il lui fit signe de s'asseoir. « Quelque chose te préoccupe en particulier ?» Elle resta debout, mal à l'aise. « Et si ma mère me voit aux informations ?»
Si elle revient me chercher? Laurent posa son stylo, surpris par cette inquiétude. Ce serait une bonne chose, non? Si elle est en mesure de s'occuper de toi correctement, bien sûr. Manon détourna le regard. Je ne suis pas sûr de vouloir la revoir. Cette confession, murmurée dans la pénombre du bureau, révélait une blessure profonde que Laurent commençait à peine à entrevoir. C'est compréhensible, dit-il doucement. Elle t'a abandonné. La confiance, une fois brisée, est difficile. À reconstruire. Ce n'est pas seulement ça, hésita Manon. C'est compliqué. Laurent n'insista pas, respectant ses réticences. Quoi qu'il arrive, tu auras ton mot à dire, je te le promets. Cette assurance sembla apaiser Manon, qui finit par s'asseoir dans le fauteuil face au bureau. À quoi ressemblera la conférence de presse? Demanda-t-elle, changeant de sujet. Laurent lui expliqua le déroulement prévu, s'efforçant de la rassurer. Ils parlèrent encore un moment, jusqu'à ce que les paupières de Manon commencent à s'alourdir. Il la raccompagna jusqu'à sa chambre, touché par la confiance fragile qui commençait à se tisser entre eux. Le lendemain matin, l'effervescence commença tôt. Laurent s'habilla avec soin, optant pour un costume sobre mais élégant. Émilie arriva à 8 heures, accompagnée d'une collègue des services de protection de l'enfance, Madame Berger, une femme d'une 50aine d'années au visage bienveillant. « Elle est ici pour évaluer la situation », expliqua Émilie. « C'est une amie, elle comprendra. » Madame Berger s'entretint longuement avec Manon en privé, pendant que Laurent finalisait les détails de sa déclaration. Quand elles ressortirent de la chambre, l'assistante sociale semblait pensive. « Cet enfant a vécu des choses terribles, » confia-t-elle à Laurent et Émilie. « Mais elle a une résilience remarquable. Je soutiendrai votre demande de garde provisoire, monsieur Deschamps, à condition que certaines garanties soient mises en place, suivi psychologique, scolarisation, etc. » « Bien sûr, » acquiesça Laurent. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. » À 10 heures précises, la conférence de presse débuta dans un hôtel luxueux du centre de Paris. La salle était comble, journalistes et caméras se bousculant pour capturer les révélations promises. Laurent s'avança vers le pupitre, son assurance habituelle légèrement tempérée par l'émotion. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « merci d'être venus. Comme vous le savez, j'ai récemment été victime d'un enlèvement. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter ce qui s'est réellement passé et surtout partager avec vous une rencontre qui a changé ma vie. » Pendant près de 20 minutes, il relata les événements, son kidnapping par des hommes masqués, son abandon dans la campagne normande, sa découverte par une jeune fille vivant seule dans des conditions précaires. Il décrivit comment Manon l'avait libérée, soignée, protégée, partageant avec lui le peu qu'elle possédait. « Cet enfant, poursuivit-il, sa voix trahissant une émotion sincère, m'a montré ce qu'est véritablement la générosité. Sans rien attendre en retour, elle a risqué sa sécurité pour aider un inconnu, et en apprenant à la connaître, j'ai découvert une personne extraordinaire, intelligente, courageuse, résiliente, malgré les épreuves qu'elle a traversées. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. « C'est pourquoi j'ai pris une décision importante. Avec l'accord des autorités compétentes, j'ai entamé des démarches pour obtenir la garde provisoire de Manon pendant que nous recherchons activement sa famille. Je m'engage à lui offrir un foyer stable, une éducation et tout le soutien dont elle a besoin pour s'épanouir. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les questions fusèrent immédiatement. « Monsieur Deschamps, certains pourraient voir cette démarche comme une opération de relations publiques pour redorer votre image après les récents scandales concernant les essais cliniques de votre entreprise. » Laurent ne se laissa pas déstabiliser. « Je comprends votre cynisme, » répondit-il calmement. « Dans notre monde, les actes désintéressés sont souvent suspects. Mais je vous invite à regarder au-delà des apparences. Cette décision n'a rien à voir avec mon entreprise ou mon image. Elle concerne uniquement le bien-être d'une enfant qui mérite mieux que ce que la vie lui a offert jusqu'ici. » D'autres questions suivirent, certaines bienveillantes, d'autres plus agressives. Laurent répondit à toutes avec une sincérité qui finit par toucher même les journalistes les plus sceptiques. « Une dernière chose, » ajouta-t-il avant de conclure, « je vous demande de respecter la vie privée de Manon. Elle n'est pas responsable de cette situation et mérite d'être protégée de l'attention médiatique. Aucune photo, aucune interview ne sera accordée. Je compte sur votre professionnalisme et votre humanité. »
De retour à l'appartement, Laurent trouva Manon et Émilie devant la télévision, regardant la rediffusion de la conférence de presse. Le visage de la jeune fille était indéchiffrable. « Comment c'était » demanda-t-il, incertain de sa réaction. « Vous avez vraiment dit toutes ces choses sur moi » demanda-t-elle, semblant avoir du mal à y croire. « Que je suis extraordinaire ?» « Je n'ai dit que la vérité » affirma Laurent en s'asseyant près d'elle. « Tu es remarquable, Manon, et je suis sincère dans ma volonté de t'aider. » Pour la première fois depuis leur rencontre, un véritable sourire éclaira le visage de Manon, fugace mais authentique. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Des travailleurs sociaux vinrent évaluer l'appartement, s'assurant qu'il convenait à l'accueil d'une enfant. Des médecins examinèrent Manon, constatant qu'elle était en bonne santé, malgré des signes de malnutrition passés. Des psychologues commencèrent des séances d'évaluation, approchant avec délicatesse les traumatismes qu'elle avait subis. Parallèlement, les recherches sur l'identité et le passé de Manon s'intensifiaient. Émilie mobilisa ses contacts pour retrouver toute trace de Madeleine Lefebvre, la mère disparue. Mais les résultats étaient maigres, comme si la femme avait délibérément effacé ses traces. Une semaine après la conférence de presse, alors que la tempête médiatique commençait à s'apaiser, Laurent reçut un appel qui allait à nouveau bouleverser leur fragile équilibre. « Monsieur Deschamps ?» dit une voix féminine inconnue. « Je m'appelle Sophie Dupont. Je crois que vous avez ma nièce chez vous. » Laurent sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Votre nièce ?»« Manon » confirma la femme. « J'ai vu votre conférence de presse. C'est bien elle sur les photos floues que les journaux ont publiées, malgré vos demandes de discrétion. Ses yeux, ils sont identiques à ceux de ma sœur. Votre sœur étant... » Laurent laissa la phrase en suspens, conscient de l'importance de cette conversation. « Madeleine Lefebvre, la mère de Manon. » La voix de Sophie tremblait légèrement. « Nous avions perdu tout contact. Ma sœur a coupé les ponts avec notre famille il y a des années quand elle est tombée enceinte. » Laurent s'assit lentement, assimilant cette information inattendue. « Madame Dupont, je comprends que cette situation soit bouleversante, mais je dois vérifier votre identité avant toute chose. Manon est sous ma protection désormais. » « Bien sûr, » acquiesça Sophie, « je peux vous envoyer tous les documents nécessaires, mon acte de naissance, celui de ma sœur, des photos de famille, tout ce qu'il faut pour prouver notre lien. »« J'apprécierais, » dit Laurent, tentant de maîtriser l'inquiétude qui montait en lui. « Pouvons-nous nous rencontrer ? Avec les autorités compétentes présentes, bien entendu. » Ils convinrent d'un rendez-vous pour le lendemain au bureau d'Émilie, terrain neutre qui offrirait le cadre officiel nécessaire à une telle rencontre. Laurent raccrocha l'esprit en ébullition. Comment annoncer cela à Manon? Cette enfant qui commençait tout juste à se sentir en sécurité, allait-elle devoir faire face à un nouveau bouleversement? Et, question plus troublante encore, pourquoi? Cette tante apparaissait-elle seulement maintenant, après 2 ans d'absence? Lorsque Manon rentra de sa séance avec la psychologue ce jour-là, Laurent l'attendait dans le salon, s'efforçant de paraître calme malgré son agitation intérieure. « Comment s'est passée ta séance ?» demanda-t-il. Manon haussa les épaules. Son geste habituel quand elle ne voulait pas s'étendre sur un sujet. « Bien, Dr Moreau dit que je fais des progrès. »« C'est une excellente nouvelle, » sourit Laurent. Il hésita puis se lança. « Manon, il s'est passé quelque chose aujourd'hui dont je dois te parler. » La jeune fille se figea instantanément, son corps se tendant comme un arc. Laurent reconnut cette posture, celle d'un animal sauvage prêt à fuir au moindre danger. « Une femme m'a contacté, » expliqua-t-il doucement. « Elle s'appelle Sophie Dupont et elle prétend être ta tante, la sœur de ta mère. » Manon le fixa, son visage passant de la surprise à la méfiance. « Je n'ai pas de tante, » dit-elle catégoriquement. « Ma mère m'a toujours dit que sa famille l'avait rejetée, qu'il ne voulait pas de nous. »« C'est possible qu'il y ait eu des conflits, » concéda Laurent. « Les familles sont parfois compliquées, mais cette femme semble sincèrement désireuse de te rencontrer. »« Pourquoi faire ?» demanda Manon, la voix soudain tremblante. « Pour m'emmener loin d'ici? Pour me placer dans un foyer ?» Laurent s'approcha d'elle, sans la toucher, respectant l'espace dont elle avait besoin. « Je ne laisserai personne te forcer à faire quoi que ce soit, Manon. Tu as ma parole. Nous allons la rencontrer demain avec Émilie dans un cadre officiel, simplement pour l'écouter. » Manon baissa les yeux, luttant visiblement contre des émotions contradictoires.
Et si c'est vraiment ma tante, si elle veut me prendre avec elle, ce sera à toi de décider, affirma Laurent. Tu as ton mot à dire dans cette histoire, et quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Je serai toujours là pour toi. Cette promesse sembla apaiser légèrement Manon, bien que l'angoisse restât visible sur son visage. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère tendue, chacun préoccupé par la rencontre du lendemain. À l'heure dite, ils se présentèrent au bureau d'Émilie à la préfecture de police. Sophie Dupont les y attendait déjà, une femme élégante d'une quarantaine d'années dont la ressemblance avec Manon, les mêmes yeux verts, la même forme de visage, était frappante. « Manon, murmura-t-elle, en voyant la jeune fille, les larmes aux yeux, tu ressembles tellement à ta mère au même âge. » Manon resta en retrait, s'accrochant presque à la veste de Laurent. « Où est-elle » demanda-t-elle abruptement. « Ma mère, pourquoi n'est-elle pas venue avec vous ?» Une ombre passa sur le visage de Sophie. « C'est compliqué, ma chérie. Asseyons-nous. Voulez-vous » Ils prirent place dans le bureau d'Émilie, qui supervisa la rencontre avec une neutralité professionnelle. Sophie sortit d'un dossier plusieurs documents qu'elle étala sur la table, des actes de naissance, des photos de famille jaunies par le temps, des lettres. « Voici les preuves de notre lien familial », dit-elle en poussant les documents vers Émilie. « Mais ce que je dois vous expliquer dépasse les simples papiers administratifs. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « Madeleine, ta mère, a toujours été instable, brillante, mais tourmentée. Quand elle est tombée enceinte de toi, à 18 ans à peine, nos parents ont mal réagi, c'est vrai. Ils voulaient qu'elle révèle l'identité du père, qu'elle termine ses études. Il y a eu des disputes terribles. Elle m'a dit que vous l'aviez tous rejetée, intervint Manon, les poings serrés. Qu'elle avait dû se débrouiller seule. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, corrigea doucement Sophie. Madeleine a choisi de partir. Elle a refusé toute aide, toute tentative de réconciliation. Pendant des années, nous n'avons eu que des nouvelles sporadiques. Un appel à Noël, une carte postale d'anniversaire, puis il y a 3 ans, le silence complet. Laurent observait attentivement Manon, dont le visage reflétait un conflit intérieur douloureux. « Que s'est-il passé il y a 3 ans » demanda-t-il. Sophie baissa les yeux. Madeleine a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire sévère. Elle refusait de prendre ses médicaments, persuadée qu'ils l'empêchaient de voir le monde tel qu'il est vraiment. Nous avons essayé de l'aider, mais elle a encore une fois disparu de nos vies. « Et vous n'avez pas cherché à me retrouver » accusa Manon, la voix tremblante de colère. « Vous saviez qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi correctement et vous n'avez rien fait. Nous avons cherché, » affirma Sophie, sortant d'autres documents, des rapports de détectives privés, des copies de plaintes pour disparition. Pendant 2 ans, nous avons remué ciel et terre, mais Madeleine était douée pour disparaître, pour changer d'identité. Elle vous déplaçait constamment, n'est-ce pas? Manon acquiesça malgré elle, se rappelant les déménagements nocturnes, les nouvelles villes, les nouveaux noms parfois. Puis il y a environ 1 an, poursuivit Sophie, nous avons reçu une lettre. De ta mère. Elle sortit une enveloppe froissée de son sac. Elle disait qu'elle était partie pour te protéger, que des forces obscures vous poursuivaient. C'était incohérent, le délire de sa maladie. Manon fixait l'enveloppe, partagée, entre le désir de lire les mots de sa mère et la peur de ce qu'elle pourrait y découvrir. « Où est-elle maintenant » demanda Laurent, sentant que c'était la question cruciale. Sophie hésita, jetant un regard à Émilie comme pour chercher du soutien. Madeleine est actuellement hospitalisée dans une clinique psychiatrique près de Lyon. Elle y est entrée volontairement il y a 6 mois, après une crise particulièrement grave. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Manon semblait pétrifiée, incapable d'assimiler cette révélation. « Elle va mieux maintenant », ajouta rapidement Sophie. « Le traitement fonctionne. Elle commence à retrouver une certaine stabilité. C'est elle qui m'a demandé de te chercher, Manon. Quand elle a vu la conférence de presse à la télévision de la clinique, elle t'a immédiatement reconnu. « Elle m'a abandonné », murmura Manon, les larmes coulant librement sur ses joues. « Elle est partie sans un mot en me laissant seule. »« Sa maladie l'a fait agir ainsi, » dit doucement Sophie. « Ce n'était pas vraiment elle, Manon. Ta mère t'aime. Profondément. Dans ces moments de lucidité, tu es tout ce dont elle parle.
Laurent posa une main protectrice sur l'épaule de Manon. « Que proposez-vous exactement, Madame Dupont ?» demanda-t-il, allant droit au but. « J'aimerais que Manon vienne, vivre avec moi, » répondit-elle sans détour. « Je suis sa famille. Mon mari et moi n'avons pas d'enfants. Nous avons une grande maison à Versailles, un jardin. Je pourrais lui offrir la stabilité dont elle a besoin, tout en maintenant le lien avec sa mère, quand celle-ci sera prête. »« Et si je ne veux pas ?» intervint Manon, sa voix soudain ferme malgré ses larmes. « Si je préfère rester avec Laurent ?» Sophie parut surprise par cette résistance. « Manon, je comprends ta gratitude envers M. Deschamps. Ce qu'il a fait pour toi est admirable, mais nous sommes ta famille. »« Laurent aussi est ma famille maintenant, » affirma Manon avec une conviction qui toucha profondément l'intéressé. « Il m'a promis de ne pas m'abandonner, et il tient ses promesses, lui. » La tension dans la pièce était palpable. Émilie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Je pense que nous devons tous prendre du recul, » suggéra-t-elle. « Cette situation est complexe et émotionnellement chargée. Peut-être pourrions-nous envisager une approche progressive, des visites régulières, pour que Manon et vous puissiez apprendre à vous connaître, Madame Dupont, sans bouleverser immédiatement son environnement actuel. » Sophie sembla vouloir protester, puis se ravisa. « C'est raisonnable, » concéda-t-elle. « Manon a besoin de temps pour assimiler tout cela. » La rencontre se termina sur cet accord provisoire. Sophie laissa ses coordonnées et promit de revenir avec plus d'informations sur l'état de Madeleine. Quand elle partit, Manon semblait épuisée, comme vidée par cette confrontation avec un passé qu'elle avait tenté d'enfouir. « Tu veux en parler ?» proposa doucement Laurent, tandis qu'il rentrait à l'appartement. Manon secoua la tête. « Pas maintenant, j'ai besoin de réfléchir. » Il respecta son silence, comprenant que la jeune fille devait intégrer à son rythme ces révélations bouleversantes. Ce n'est que tard dans la soirée, alors qu'il travaillait dans son bureau, que Manon vint le trouver, s'asseyant silencieusement dans le fauteuil en face de lui. « Je crois que je savais, » dit-elle finalement. « Pour ma mère. Qu'elle était malade. Il y avait des jours où elle voyait des complots partout, où elle refusait de me laisser sortir, et d'autres où elle était tellement joyeuse qu'elle ne dormait pas pendant des jours, faisant des projets fous, dépensant l'argent que nous n'avions pas. » Laurent l'écoutait attentivement, lui laissant l'espace pour exprimer ses souvenirs douloureux. « Puis il y avait les périodes sombres, » poursuivit-elle, où elle restait au lit pendant des semaines, où je devais m'occuper de tout. J'avais l'habitude, ça faisait partie de notre vie. « Tu as été incroyablement courageuse, » dit Laurent avec sincérité. « Beaucoup d'adultes n'auraient pas supporté ce que tu as traversé. » Manon haussa les épaules, ce geste qui minimisait toujours ses épreuves. « Je n'ai pas envie d'aller vivre chez cette tante que je ne connais pas, » avoua-t-elle. « Même si elle dit la vérité, même si elle veut vraiment m'aider, je ne la connais pas. »« Je comprends, » acquiesça Laurent. « Et je te promets que personne ne te forcera à faire quoi que ce soit contre ta volonté. » Manon leva vers lui un regard intense. « Est-ce que vous le pensiez vraiment? Ce que vous avez dit à la conférence de presse, que vous vouliez m'adopter ?» Laurent fut surpris par cette question directe. Il n'avait pas explicitement parlé d'adoption, seulement de garde provisoire. Mais face à ses yeux verts qui le fixaient avec tant d'espoir et de crainte mêlées, il sut quelle était la vérité dans son cœur. « Oui, » affirma-t-il. « Je le pensais, je le pense toujours, si c'est ce que tu souhaites aussi. » Même avec ma mère malade et ma tante qui réapparaît, même avec toutes ces complications? Surtout avec toutes ces complications, sourit Laurent. Les familles? Elles ne sont pas simples, Manon. Elles sont faites de liens complexes, parfois douloureux, souvent imparfaits. Mais ce qui compte, c'est de choisir d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Pour la première fois, Manon s'autorisa à espérer véritablement, pas l'espoir fugace et précaire qu'il avait parfois maintenu à flot dans son wagon abandonné, mais un espoir solide, ancré dans la promesse d'un homme qui semblait déterminé à tenir parole. Les semaines suivantes furent un délicat exercice d'équilibre. Sophie venait régulièrement rendre visite à Manon, apportant des photos de famille, des anecdotes sur sa mère enfant, tissant patiemment les fils d'une relation qui se construisait lentement. Parallèlement, les démarches administratives pour la garde de Manon suivaient leur cours, avec le soutien désormais de Sophie elle-même, qui avait compris l'attachement profond qui unissait sa nièce à Laurent.
1 mois après leur première rencontre, Sophie proposa une visite à la clinique où Madeleine était soignée. Manon, après de longues discussions avec sa psychologue et avec Laurent, accepta. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda Laurent la veille du voyage prévu à Lyon. « Tu peux encore changer d'avis. »« Je dois la voir, » affirma Manon. « Pour comprendre, pour avancer. » Laurent admirait cette détermination, cette maturité qui continuait de l'étonner chez une si jeune personne. « Je serai avec toi, » promit-il, « tout le temps, si tu le souhaites. » La clinique était un établissement moderne niché au cœur d'un parc verdoyant. Rien à voir avec l'image sinistre des asiles d'autrefois. Madeleine les attendait dans un salon lumineux, visiblement nerveuse. À 34 ans, elle conservait une beauté fragile, bien que marquée par les épreuves. La ressemblance avec Manon était frappante, les mêmes traits fins, les mêmes yeux expressifs. Les retrouvailles furent intenses, chargées d'émotions contradictoires. Madeleine pleura en serrant sa fille dans ses bras, murmurant des excuses entrecoupées de sanglots. Manon resta d'abord figée, puis se laissa aller à cette étreinte attendue depuis si longtemps. Laurent observait cette scène avec un mélange de joie et d'appréhension. Il était heureux pour Manon, qui retrouvait une partie de son histoire, mais craignait aussi ce que cette réunion pourrait signifier pour leur propre lien. Ses inquiétudes furent apaisées quand, après 1 heure de conversation privée avec sa mère, Manon revint vers lui et glissa sa main dans la sienne, comme pour se rassurer de sa présence. « Elle va mieux, » dit-elle simplement. « Elle prend ses médicaments maintenant. Elle comprend ce qu'elle a fait. C'est une bonne chose, » approuva Laurent. « Elle m'a dit... » Manon hésita. « Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois heureuse, que je mérite une vie stable, des personnes sur qui je peux compter. » Ses yeux se remplirent de larmes. Elle a dit qu'elle savait ne pas pouvoir être cette personne pour l'instant, qu'elle devait d'abord guérir. Laurent serra doucement sa main, touché par cette confession. Sur le chemin du retour vers Paris, Manon resta longtemps silencieuse, regardant défiler le paysage par la fenêtre du train. Puis, soudain, elle se tourna vers Laurent. « Je voudrais changer mon nom, » annonça-t-elle. « Ton nom ?» répéta-t-il surpris. « Oui. Si vous m'adoptez vraiment, je voudrais porter votre nom. Être une Deschamps. » Laurent sentit une émotion puissante l'envahir. « Tu en es sûr? Ton nom fait partie de ton identité, de ton histoire. » « Mon histoire commence maintenant, » affirma Manon avec une conviction qui le bouleversa. « Avec vous, avec cette nouvelle vie que nous construisons. » 3 mois plus tard, ils se retrouvèrent dans le bureau d'une juge aux affaires familiales pour l'audience finale concernant l'adoption. Madeleine, en permission spéciale de la clinique, était présente, soutenue par Sophie. Elle avait officiellement donné son consentement, reconnaissant que dans son état actuel, elle ne pouvait offrir à sa fille la stabilité dont elle avait besoin. « Manon, » demanda la juge, une femme à l'expression bienveillante, « peux-tu me dire pourquoi tu souhaites être adoptée par M. Deschamps ?» La jeune fille, vêtue d'une robe simple mais élégante pour l'occasion, réfléchit un instant avant de répondre. « Ce n'est pas parce qu'il est riche ou célèbre, » dit-elle avec une sincérité désarmante. « C'est parce qu'il me voit vraiment. Il ne cherche pas à me changer ou à me réparer. Il accepte qui je suis avec mon passé et mes cicatrices, et surtout il tient ses promesses. » La juge hocha la tête, visiblement touchée par cette réponse. « Et toi, monsieur Deschamps, pourquoi souhaites-tu adopter Manon ?» Laurent regarda la jeune fille qui avait bouleversé sa vie en l'espace de quelques mois. « Parce qu'elle m'a appris ce qu'est véritablement la famille, » répondit-il. « Non pas celle qui naît du sang, mais celle qui se choisit chaque jour, qui se construit à travers les épreuves et les joies partagées. » L'adoption fut prononcée ce jour-là, transformant officiellement Manon Lefebvre en Manon Deschamps. Pour célébrer cet événement, ils décidèrent de quitter Paris, trop associés au début chaotique de leur relation. Ils s'installèrent dans une maison en Provence, près d'Aix-en-Provence, avec un grand jardin et une vue sur les collines environnantes. Madeleine, dont l'état s'améliorait progressivement, venait régulièrement leur rendre visite, reconstruisant pas à pas sa relation avec sa fille sans la pression de devoir être sa seule figure parentale. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenèrent dans leur jardin, Manon s'arrêta devant un jeune olivier qu'ils avaient planté ensemble le jour de leur emménagement. « Il a grandi, » observa-t-elle, caressant les feuilles argentées. « Comme toi, » sourit Laurent. Manon contempla l'arbre,
symbole de leur nouvelle vie. À l'école, Madame Dubois nous a parlé des greffes, dit-elle pensivement. Comment on peut faire pousser deux variétés différentes sur un même tronc? Au début, ça semble impossible, contre nature. Mais avec du temps et des soins, ça devient quelque chose de plus fort, de plus résistant que les deux arbres d'origine. Laurent fut frappé par la justesse de cette métaphore. C'est exactement ce que nous sommes, n'est-ce pas? Une famille greffée. Différentes histoires qui se rejoignent pour en créer une nouvelle. Manon acquiesça, son visage s'illuminant de ce sourire qui devenait de plus en plus fréquent. Et l'arbre ne sait même plus où commence l'un et où finit l'autre, ajouta-t-elle. Il devient simplement complet. Ils restèrent là, contemplant le jeune arbre qui grandissait, symbole parfait de leur famille recomposée, différente, inattendue, mais profondément authentique. Une famille née non pas du hasard de la génétique, mais de la rencontre improbable de deux solitudes qui avaient choisi envers et contre tout de devenir l'ancrage l'une de l'autre. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire de Laurent et Manon vous a touché au plus profond de votre cœur. Pour continuer à explorer des récits aussi émouvants, nous avons préparé une liste spéciale de nouvelles histoires toutes aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité des relations humaines. Ne manquez pas nos prochaines publications. Nous attendons vos commentaires avec impatience.